Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au détour du Pass, le podcast de l'IREPS Bourgogne-Franche-Comté à destination des parents avec le soutien de la Caisse d'allocation familiale. Pour ce podcast en 2 parties intitulé « Des clés pour développer ses compétences parentales », nous sommes allés à votre rencontre pour que vous puissiez partager votre quotidien et vos astuces. Et pour nous éclairer sur les émotions de nos enfants, nous avons également rencontré Elodie Emo, infirmière puéricultrice et cofondatrice de My Jolly Family, chef de projet des cercles de parents. Merci d'avoir fait le détour par le Pass Santé Jeune et bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Lise, je vis avec mon conjoint et on a 2 enfants. On est parents de 2 enfants, donc Anna qui a 2 ans et demi et Jules qui a 3 mois. Maël Potier, j'ai 33 ans, donc je suis marié, père de 3 enfants, un garçon de 6 ans et une petite fille de 4 ans. Et à trouver suffisamment de ressources pour pouvoir justement porter les émotions de ses propres enfants. Anna, du coup, c'est une petite fille qui est plutôt calme, qui a plutôt tendance à aimer participer aux tâches du quotidien, qui peut faire des colères qui restent assez rares et plutôt de courte durée, mais qui en fait quand même. Ce qui a noté ces derniers temps, c'est la naissance de son petit frère et mon départ à la maternité de quasiment 1 semaine, qui fait que du coup, derrière, elle a eu des troubles du sommeil où elle se réveillait, elle avait peur que l'on parte. Donc ça, elle l'exprimait très bien en disant « j'ai peur que papa et maman partent ». Et du coup, elle avait beaucoup besoin d'être rassurée. Donc l'un de nous devait aller près d'elle pour pouvoir un petit peu la rassurer. Et on sentait vraiment que c'était de l'angoisse et qu'elle avait besoin de ça. Ce dont elle avait besoin, c'était pas qu'on se fâche, c'était pas qu'on lui crie dessus, c'était vraiment, papa et maman, ils sont là, on est présents, ne t'inquiète pas. Maman, elle est partie à la maternité, mais aujourd'hui, elle est là. Et puis au fur et à mesure, on a senti vraiment une réassurance chez elle qui fait qu'aujourd'hui, elle ne se réveille plus la nuit. Alors, elle est adorable avec lui, c'est tout le temps des câlins, des bisous. Et elle est tellement habituée à ce qu'on l'ait près de nous, parce que du coup, il pleure beaucoup, que du coup, dès qu'on le pose quelque part et qu'il n'est pas dans nos bras, elle nous dit « on a oublié Jules ». Donc du coup, elle est vraiment hyper attentive, hyper protectrice. Elle peut avoir des moments où elle verbalise je suis toute seule. Par exemple, si on commence le repas, puis son frère réclame la tétée, que son père prépare, etc., et qu'elle se retrouve 2 secondes à table toute seule, elle va nous dire je suis toute seule. Elle va l'exprimer, que du coup, dans ce moment-là, elle a envie qu'un de nous soit près d'elle. L'idée, notre un peu schéma éducatif, c'est de pouvoir vraiment l'aider à identifier ses émotions, puisqu'elle est canalisée déjà à cet âge-là, et puis de pouvoir vraiment les accueillir en fait. C'est-à-dire que je vous cite un exemple tout bête, mais elle va tomber. On va pas lui dire c'est rien, relève-toi, etc. On va attendre d'elle-même qu'elle nous dise si elle a mal ou pas. Et puis aujourd'hui, c'est une petite fille, du coup, quand elle tombe, soit elle a mal, et puis du coup, elle vient nous voir, et on fait le bisou magique, etc. Soit elle se relève, et elle nous dit « Non, ça va !» et elle continue de jouer. À un moment donné, elle fait une colère. On va pas lui dire « Arrête ta colère », on va lui dire « Là, t'as besoin d'exprimer, t'as besoin de crier, donc vas-y, fais ta colère, crie, hurle, et puis quand t'es calmé, tu reviens. » Et puis du coup, les colères, elles durent très peu. Alors souvent, par contre, après, elle a besoin d'un gros câlin quand même. On sent que chez elle, ça vient. Il y a beaucoup du dialogue, jusqu'à une certaine mesure. Après, je me fâche, ça arrive, ils sont punis, mais il y a toujours une part de dialogue. Quoi qu'il arrive, il y a une part de dialogue. Alors des fois, elle dure plus ou moins longtemps, parce que nous, on a nos propres émotions aussi à gérer. Suivant le cas de figure dans lequel on est, le dialogue dure plus ou moins longtemps, avant la punition, mais il y a toujours une part de dialogue. Ils comprennent toujours pourquoi on arrive là. Moi, ça m'arrive de mettre des petites fessées, et puis sinon, d'aller dans leur chambre, où ils n'ont pas quelque chose qu'on leur avait promis, ou alors si jamais tout se passe bien, au goûter, ils ont... petit truc supplémentaire, une petite sucrerie, ou une petite... parce que ça s'est bien passé. Et puis sinon les punitions, ils vont dans leur chambre où ils sont... Je pense qu'au moment de la punition, il y a une part de frustration. Après la remise en question, souvent, quand il y a vraiment des grosses disputes, il y a toujours une fois que c'est retombé, on revient tout le temps dessus. Et moi je leur demande s'ils ont compris pourquoi on en était arrivé là. Pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'est normal qu'ils aient fait ça? Et pour leur faire comprendre que nous, si on les punit ou si on en arrive là, si on se fâche, c'est pas pour le plaisir. Et c'est parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'il fallait faire. Mais bien souvent, ils comprennent en plus. On avait emprunté le langage des émotions, qui avait bien aidé, au-delà de parler le soir, de profiter du temps du repas, comment s'est passée la journée, le prétexte de l'école, du collège, du lycée. On sentait qu'il fallait aller un peu plus loin, donc on avait mis en place le langage des émotions, qui permettait d'aller un peu plus loin, de voir ce qui pouvait se passer derrière. Et on avait fait appel à un psychologue dans le cadre du collège, dans le cadre du programme Réussite éducative.
Si je me rappelle bien, c'est un jeu de cartes où on a des personnages de dessinés et avec une émotion qui est rattachée. Et je leur demandais dans le cadre de leur journée, je ne crois pas qu'on avait utilisé le jeu complètement dans son utilisation poussée en tout cas, mais ça permettait, au-delà de savoir comment s'était passée la journée, qu'est-ce qui se dégageait comme émotion, comment ils ressentaient tout ça. D'accord, il y a eu tel problème ou telle situation, comment eux ils la ressentent. Et on pouvait se rendre compte, ils se rendaient compte d'ailleurs eux-mêmes qu'ils ne le ressentaient pas de la même manière. On en parle beaucoup encore tous les deux, voilà, notamment quand la situation est un peu plus complexe, on prend le temps de s'appeler l'un l'autre ou de se voir pour faire le point là-dessus. Ça change pas grand-chose, si ce n'est que mon fils qui est un peu plus taiseux, c'est vrai que j'ai moins de nouvelles la semaine où il est chez son père. Ma fille communique beaucoup avec moi et quand elle est présente avec moi et quand elle est chez son papa. J'ai beaucoup d'infos et j'en ai moins du côté de mon fils. Généralement, je regarde un peu d'autres indicateurs, des absences, des retards ou des problèmes de notes. Donc, c'est un premier pas pour aller vers lui et puis pour discuter. Mais on en discute beaucoup avec leur père. C'est ce qui me semble le plus important. Par exemple, quand il a eu rendez-vous chez le psychologue, donc ça a été d'une vraie aide et on l'a senti vraiment mieux au fur et à mesure des séances. Et la psychologue nous a dit qu'il savait, donc c'est lui qui avait fait tout le travail, parce qu'on l'a remercié de le voir se sentir mieux, de le sentir plus à l'aise. Et elle nous a dit que c'est lui qui avait fait tout le travail et il sait que ça existe. Il sait que si à un moment il n'arrive plus à gérer ses émotions, il pourrait y retourner. Et ma fille, pareil, je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus développé ou de plus en plus connu de tous. Ma fille, par exemple, elle voit beaucoup de ses amis aller à la maison des ados. Et elle m'en a parlé il n'y a pas très très longtemps, alors pour divers problèmes ou questions ou ressentis. Et elle m'a dit, il n'y a pas très longtemps, justement, je crois que c'était la première semaine des vacances, où elle m'a dit, peut-être que je les appellerai. Je lui ai juste demandé s'il y avait quelque chose de grave. Elle m'a dit, non, rien de grave, mais j'aurais besoin d'en parler à quelqu'un d'extérieur, de revenir sur certaines choses, de vider un peu son sac. Donc au niveau peut-être du fonctionnement du cerveau, c'est important de rappeler, hein, le cerveau il est immature chez l'enfant, chez le jeune enfant, il met 25 ans avant de se développer totalement. Il y a une zone du cerveau en fait qui permet vraiment de réguler les émotions, qui est présente chez l'adulte, qui mature chez l'enfant. Et donc quand l'enfant il est face à des émotions fortes telles que la tristesse, telles que la colère, et bien du coup il a du mal à réguler et c'est comme une tempête, c'est comme un tsunami qui lui arrive. Alors on peut faire facilement le lien avec l'adulte, parce que parfois quand on est très très en colère, hein, l'adulte, on a du mal déjà nous à réguler nos émotions, mais on a quand même ce cerveau, cette partie du cerveau plus développée qui fait qu'on va réussir à la réguler. Chez les enfants c'est impossible, quand on demande à un enfant calme-toi, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire pour lui. Il va falloir attendre l'âge de 6-7 ans avant qu'il y ait une régulation des émotions un peu plus forte. Mais par exemple, si on veut parler de l'adolescence, le cerveau de l'adolescent, il n'est pas totalement mature. Et donc, c'est une période où l'adolescent va traverser des émotions très très fortes. Et donc à ce moment-là, il y aura aussi de nouveau peut-être une gestion des émotions difficile, puisque ce cerveau est un peu immature. Alors déjà, il y a peut-être quelque chose d'important à rappeler, c'est que souvent, quand il y a une forte émotion derrière, il y a un besoin qui est non assouvi. Et ça, il faut l'avoir en tête, aller réfléchir au niveau affectif, ce qui peut faire que l'enfant va développer telle ou telle émotion et ne pas pouvoir la gérer. Il y a plein d'astuces. Après, je dirais que chaque famille est différente, donc il n'y a pas une recette magique, mais il y a quand même des choses qui peuvent aider les parents à faire face à ça. Alors, chez les tout-petits, il y a défocaliser, déjà reconnaître l'émotion. Il faut que je vienne à la base, c'est reconnaître l'émotion de l'enfant et lui dire « je vois que tu es triste » ou « je vois que tu es déçu » ou j'entends que tu es déçu. C'est la première des choses, puisqu'en nommant son émotion, ça va déjà l'aider lui à reconnaître ses émotions, et puis ça va faire diminuer la tension et chez l'adulte et chez l'enfant. Donc ça, c'est la première des choses. Après, en fonction du tempérament de chaque enfant ou en fonction de l'émotion qu'il va pouvoir traverser, peut-être qu'on peut lui proposer un réconfort affectif, donc à savoir un câlin, mais parfois, notamment dans les cas de grosse colère, ça va pas forcément être le bon moment pour ça. L'important, c'est de lui laisser exprimer ses émotions, mais dans la limite où il ne se met pas en danger. Donc, si c'est une forte colère, peut-être lui rappeler que voilà, il a le droit d'être en colère, mais que on peut pas taper ou hurler sur les autres et que ça, c'est pas forcément acceptable. Pour défocaliser aussi les émotions, on peut développer l'imaginaire
chez l'enfant, c'est-à-dire essayer de par exemple, s'il a une frustration par rapport à quelque chose qu'il aurait voulu avoir mais qu'il peut pas avoir, lui parler peut-être de qu'est-ce qu'il aimerait avoir et développer des choses même peut-être un peu farfelues. Ça marche très bien ça chez les jeunes enfants, chez les plus grands peut-être un peu moins, mais en tout cas parler de quelque chose qu'il pourrait avoir mais qu'il peut pas avoir tout de suite et défocaliser vraiment l'attention de l'enfant au moment où il subit la forte émotion. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Ça marche chez les jeunes enfants. Chez les plus grands, ça marchera moins. Il va y avoir chez les enfants un peu plus âgés des choses en termes de négociation, d'explication peut-être aussi qui sont plus faciles que chez les enfants de moins de 6 ans, où là, vu que le préfrontal, le néocortex, la partie qui n'est pas développée chez l'enfant, n'est pas en mesure d'entendre certaines choses. Autant chez les enfants qui ont acquis l'âge de raison, il y a peut-être des explications données pour expliquer pourquoi est-ce que c'est pas possible, pourquoi est-ce que... et puis écouter aussi, beaucoup écouter, puisqu'on aura nommé l'émotion de l'enfant, et écouter qu'est-ce qui peut le rendre triste, qu'est-ce qui peut expliquer sa frustration, sa tristesse, sa colère, sa déception. Accueillir l'émotion, ça veut aussi dire accueillir les pleurs, les cris qui sont nécessaires pour évacuer cette émotion comme une tempête ou un tsunami avant de pouvoir passer aussi à autre chose. Pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir des ressources. Quand on parle des émotions des parents, un parent qui rentre fatigué d'une journée de travail, même s'il a les outils, les connaissances et qu'il sait que le cerveau de l'enfant est immature et qu'en effet, comme vous disiez... il n'est pas responsable et que c'est lui demander l'impossible que de lui demander de se calmer. Il faut aussi avoir en tête que le parent, lui, a besoin de remplir son vase d'eau. On pourrait prendre cette métaphore-là, mais il a aussi besoin de ressources. Donc, le projet dont on vous parlait au démarrage, notamment, mais d'autres choses, des cercles de parents, ça permet aussi d'avoir des espaces de parole pour les parents, pour aller libérer ce qui est un peu difficile chez eux dans leur quotidien. Et puis après, voilà, penser à tout ce qui peut être aidant, la famille, les amis, les temps pour soi, nécessaires à pouvoir... être soutenu dans sa parentalité. C'est vrai que du coup, depuis la naissance de Jules, on est beaucoup plus fatigué et du coup, on a tendance à plus facilement perdre... être moins de patience, être moins patient, avoir plus tendance à s'agacer, s'énerver. Ce qui est bien, c'est que du coup, on est un couple, qu'on partage un peu les mêmes valeurs et que du coup, on a tendance à bien communiquer et puis à se dire, attends, là, je prends le relais, je sens que t'es énervé, etc. Parce que au final, quand l'un de nous va hausser la voix sur l'enfant, c'est souvent que c'est nous qui sommes stressés, fatigués et qu'on décharge sur l'enfant. Donc l'idée, quand c'est comme ça, c'est que l'un ou l'autre puisse prendre le relais. Par rapport à ses émotions à elle, on essaie, c'est ce qu'on disait, de toujours les accueillir. Donc quand elle fait une colère, c'est la laisser faire sa colère. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de limite. Si par exemple, je ne sais pas, elle fait le pitre à table, on va lui dire, là, tu vas te calmer, puis tu reviens quand tu es calmé. Et au jour d'aujourd'hui, elle arrive à nous dire, quand on lui demande, ça y est, tu es calmée, elle va nous dire, non, je ne suis pas calmée. Bon, on attend encore un petit peu. Puis finalement, après, une fois qu'elle est calmée, elle peut revenir à table. Par rapport aux colères, c'est ce qu'on disait, on la laisse faire sa colère, on la laisse exprimer tout ce qu'elle a besoin d'exprimer. Puis souvent, une fois qu'elle est calmée, elle revient vers nous faire un câlin et on accueille cette émotion comme il se doit. Voilà. Je pense qu'elles le comprennent et puis je leur dis des fois, quand je suis fatigué, quand je vais pas avoir de patience, quand je sais que je vais vite m'énerver, je leur dis arrêtez, voilà. Enfin voilà. Alors, ça sert à rien d'aller au conflit ou pas parce que voilà, moi je vais pas avoir de patience et puis ça va servir à rien. Donc souvent ils savent que ouais, ils évitent. Déjà entre nous on dialogue beaucoup, donc on sait dans quel état d'esprit on est. Et puis on vit pas les mêmes choses d'un point de vue professionnel ou les émotions familiales ou voilà, on n'a pas les mêmes moments où on les gère pas de la même manière. Donc en fonction de l'état d'esprit de l'autre, et on sait à peu près on sait comment réagir et puis on sait que des fois il faut qu'on s'occupe un peu plus des enfants ou pas, où il n'y a pas forcément besoin quoi. C'est pas facile. On a tous, je leur dis souvent, vous avez le droit d'être triste, tous autant qu'on est. Eux deux, moi, leur père, mon nouveau compagnon, on a le droit d'être triste par moment, ça arrive. On a le droit d'être en colère aussi. Des fois, c'est pas facile à gérer. J'avoue qu'on rentre le soir. Alors, soit j'arrive à peu près à voir l'ambiance et je me dis, c'est pas le moment de rajouter des sujets compliqués. Je me rends compte de l'ambiance. Et des fois, non, c'est ce qui est arrivé il y a pas très longtemps. Je suis arrivée une journée un petit peu compliquée ou un petit peu surchargée et j'ai pas eu le temps de voir comment ils étaient eux, de voir s'ils étaient bien, s'ils avaient passé une bonne journée, s'ils étaient à l'aise. Et je suis arrivée, j'ai utilisé des mots un petit peu forts avec ma fille et j'ai regretté aussi vite que c'était sorti et je suis allée m'excuser après. Je lui ai dit, je suis désolée, j'ai passé une mauvaise journée, je te prie de bien vouloir m'excuser. Mes mots ont dépensé ma pensée. Les mots vont plus vite des fois, et sont même parfois plus forts que ce qu'on ressent nous. Après, on a tous nos émotions, tout le monde, adulte comme enfant. Eux, ils sont dans des périodes un peu compliquées où le corps change, où
où il y a beaucoup de choses. Il y a les amis, il y a l'école, il y a la pression des notes, il y a beaucoup de choses. Et puis nous, on a aussi notre journée à porter, puis nos propres émotions. Donc, c'est pas facile à gérer sur le moment, mais je leur ai dit qu'il faut qu'ils laissent venir leurs émotions. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère. Par contre, de revenir, si certains mots étaient un peu plus forts que d'autres, de s'excuser. Pareil avec leurs amis, je leur dis souvent, quand vous êtes en dispute avec quelqu'un, ils fonctionnent beaucoup par réseau et par téléphone, ils ne se voient pas. Et je leur ai dit, faites attention à ce que vous écrivez, tout ce qui est écrit reste, et vous vous rendez pas compte de comment est la personne en face. Si elle est pas bien, si elle est bien, pas bien. Donc c'est important d'aller voir la personne quand il y a des choses importantes à dire. Ils le savent bien, je pense que d'eux-mêmes, ils voient bien quand je reviens énervée, quand je suis pas bien, quand je suis pas disponible pour eux. Ils le sentent et ils sont cool. Ils se mettent un peu en stand-by, ils attendent. On attend un moment un peu plus cool, un peu plus détendu, plus propice pour discuter plus tranquillement. Je dirais que déjà d'être à deux, c'est quand même une force, puisqu'on peut se relayer. Donc il y a des familles monoparentales pour qui c'est plus complexe. Parce que le fait de se relayer, ça permet d'avoir une soupape. Et en effet, quand il y en a un des deux qui n'a plus de réserve suffisante pour pouvoir faire face aux émotions de l'enfant, dit à l'autre adulte, prends le relais, là je ne peux plus. Après, avec les découvertes sur les neurosciences, sur la communication bienveillante, le rôle parental, il a beaucoup évolué ces dernières années. L'interdiction des violences éducatives ordinaires, donc les parents savent maintenant que crier ou mettre des fessées, ça peut avoir un impact sur le développement psychomoteur et affectif de l'enfant, mais l'idée, c'est pas d'aller les culpabiliser, puisqu'ils ont beaucoup d'injonctions et ça peut être difficile parfois pour eux de faire face à ça. Donc l'idée, c'est de leur dire, faut tendre vers, faut essayer de... Mais il y a aussi des fois, très honnêtement, où peut-être qu'ils n'y arriveront pas. Peut-être que ils seront tellement fatigués qu'ils réussiront pas à faire face en fait à l'accueil des émotions de leur enfant. Et il y a autre chose qui est important, c'est que quand soi-même enfant, on n'a pas reçu le même type d'éducation, on accueillait nos émotions, où on entendait je vois que tu es déçu, je vois que tu es triste, je comprends, en tout cas, j'accueille tes émotions, je suis vraiment dans l'écoute. Parfois, ça peut aussi être difficile puisque vient se réactiver l'enfant intérieur, on parle d'enfant intérieur, vient se réactiver cela. Et donc, du coup, voilà. Mais l'important, je dirais, c'est de s'excuser et puis de dire... Ça montre aussi à l'enfant que l'adulte, il n'est pas parfait, que parfois, il n'y arrive pas, que c'est trop difficile pour lui. L'important, c'est d'en discuter, d'échanger, de mettre des mots sur la situation et ce qui vient de se passer. La vie de famille, c'est des codes sociétaux, mais c'est pas si naturel que ça, la vie de famille. Hein. C'est une construction sociétale, en fait. Et elle l'est encore plus aujourd'hui avec la modernisation du concept de parentalité. Donc, il y a des choses, vraiment, je pense, qu'il faut expliquer aux parents en leur disant il y a des fois où c'est difficile, c'est vraiment dur, et vous avez des clés, alternez-vous un maximum, allez vous aérer, prenez du temps pour vous, dès que vous pouvez, ne culpabilisez pas, parce qu'il vaut mieux avoir un petit peu moins de temps avec son enfant, mais un meilleur temps et de qualité. Mais c'est pas toujours simple à réaliser. Oui, alors on n'a jamais été au stade de devoir sortir, s'aérer par rapport à Anna. Alors c'est sûr que Jules, qui a un gros reflux et qui demande les bras 24 heures sur 24, là pour le coup, on s'est rendu compte qu'on avait besoin l'un et l'autre d'avoir des temps, notamment de balade, parce que ça fait du bien à toute la famille. Donc c'est dans ces moments-là qu'on s'aère. Après, par rapport à Anna, c'est une enfant qui est plutôt très très facile à gérer, donc on n'a jamais été au stade de vraiment avoir besoin de sortir de la maison ou quoi que ce soit. C'est toute la complexité d'avoir un deuxième enfant, c'est que du coup, le temps pour nous, on le privilégie pour la grande, et que pour le moment, c'est compliqué de s'accorder du temps à deux, ou alors du temps sans les enfants, puisque c'est ce que je vous disais, Jules est dans les bras 24 heures sur 24. Donc du coup, quand il sera grand, ce sera plus facile. Mais on aurait un bébé classique qui n'a pas de reflux et qui dort pas dans les bras, qui joue, etc. Ce serait différent. Mais là, on a eu un bébé de 3 mois de hurlements et qui supporte pas grand-chose. Donc du coup, là, ça va beaucoup mieux, sauf les nuits. Mais du coup, ça fait que quand l'un n'est pas avec Jules, il est avec Anna. C'est quand même plus difficile quand on est seul. Il faut quand même reconnaître ça aux familles monoparentales. Généralement, la gestion des émotions, que ce soit avec leurs jeunes enfants ou leurs adolescents, voilà. Alors quand l'autre parent est présent, et même s'il n'est pas présent physiquement, mais qu'il est présent dans la vie de l'enfant, ça peut être aussi... le parent qui est seul peut appeler l'autre parent en lui disant là j'aurais besoin d'aide, je ne sais pas comment faire, ou est-ce qu'on peut s'alterner les temps, c'est possible. C'est vraiment une famille monoparentale où il n'y a pas d'autres parents qui peut prendre le relais. Après, il y a évidemment la famille,
famille, les amis s'il y a besoin, le relais, tout ce qui est relais social. Après, il y a des choses possibles, je reviens à la PMI, mais quand même, pour des familles, des monoparentales jusqu'aux 6 ans de l'enfant, il y a des aides possibles à la maison. Il y a la possibilité, même si la mère ne travaille pas, que l'enfant soit un peu plus pris sur des demi-journées en crèche pour permettre aux parents de souffler. Il peut y avoir des TISF, des techniciennes d'intervention sociale et familiale qui interviennent au domicile. Voilà, il y a des aides comme ça possibles. Après, ça reste plus compliqué. Donc, je pense que le parent qui est seul face à la gestion d'émotions de ses enfants, il doit se dire que il essaie de faire au mieux avec les outils qu'il a, mais que parfois, ça reste quand même compliqué. Ça peut être compliqué, en tout cas. L'idée, c'est qu'en fait, il faut un village pour devenir parent, on le dit souvent. Et la parentalité, elle est devenue plus individualiste. Dans d'autres cultures, c'est beaucoup plus collectif. Et c'est important, puisque c'est une grande période de fragilité. Alors, les premières années, énormément, mais même après, on dit que le postpartum dure 3 ans déjà. Donc, les premières années sont une grande période de fragilité pour le père et pour la mère. On sait qu'il y a beaucoup de déprimes, pour ne pas parler de dépression postpartum, il y a beaucoup de déprimes quand même chez les mamans et chez les papas. On n'en parle pas assez. Donc voilà, et dans les années qui vont suivre, la parentalité, ça se soutient, surtout en 2022, où le rôle parental, je le rappelle, n'est plus du tout le même que dans les années 80 ou 90. Et donc, de fait, de par le nouveau rôle, ça nécessite encore plus. Mais ça en a toujours nécessité du soutien. Il faut vraiment expliquer aux parents que verbaliser ses ressentis ou les difficultés qu'on peut rencontrer, en fait, c'est une vraie force et que tous les parents ressentent ça, en fait. Voilà, ça c'est important parce que comme ça, ils se sentiront bien moins seuls. Des fois, c'est parfois difficile de rester à la bonne place, c'est-à-dire d'arriver à gérer leurs émotions, surtout à leur âge, à l'âge là, à 13 ans et à 16 ans, sans être trop intrusive, être juste à la bonne place. Donc j'ai l'impression qu'on y arrive assez bien. D'ailleurs, quand ma fille m'a parlé de sa séance à la maison des ados, je lui ai juste demandé s'il n'y avait rien de trop grave, elle m'a dit non. Elle m'a dit, est-ce que tu veux prendre le rendez-vous ? J'ai dit, non, puisque je ne sais pas tout. J'ai dit, je pense que c'est plus à toi de leur parler de ce qui passe dans la tête actuellement. C'est parfois ça qui est un peu difficile, de comment rester à sa place et pas aller plus loin. Ça serait ça. Comment accompagner ? Pareil, avec le psychologue, j'ai participé à part la première séance, on était tous les deux. Après, j'ai pas été, il a fait le travail seul. Son papa est venu à un des rendez-vous. Et c'est vrai que j'avais envie de savoir. J'avais envie de savoir ce qui se passait, j'avais envie de savoir ce qu'il avait dit et savoir si moi je pouvais être d'une aide quelconque, et j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que, en tout cas, la psychologue n'est pas revenue vers moi en me demandant de changer telle ou telle chose. J'avais envie, je l'ai pas fait, mais franchement, j'avais vraiment très envie après chaque séance de savoir ce qu'il avait dit. Et donc c'est savoir jusqu'où on peut aller. Est-ce que c'est ça ? Comment on peut être en parallèle de leur travail à eux, au-delà de ce qu'on fait déjà. Est-ce qu'on a besoin d'avoir quand même une partie des infos ou pas du tout ? C'est l'enfant qui fait le travail sur lui-même. Alors il y a certainement un peu de curiosité, c'est normal, c'est nos enfants, on aimerait tout savoir. Et puis eux, ils ont besoin d'avoir leur jardin secret aussi. Et plus ils grandissent, plus il y a des parties qui vont nous échapper. Mais c'est cette place-là. Savoir comment on peut travailler à côté des professionnels, comment on peut rester des parents, mais aussi être un peu plus loin dans l'accompagnement qu'on faisait jusqu'à présent, puisque a priori, il se trouve qu'il y a un problème dans les émotions, dans la gestion des émotions. Comment se positionner ? Est-ce qu'on doit se positionner différemment ou pas ? Est-ce qu'on doit faire un travail différent ? Je pense que dans les cas de psychothérapie, en fait, il y a des choses qui restent dans le... Enfin voilà, quand un enfant est suivi par un psychothérapeute, il y a des choses qui sont de l'ordre du jardin secret de l'enfant et qu'il n'a pas à répéter à son parent et qu'il n'a pas envie d'ailleurs, surtout dans des périodes d'adolescence. Et puis il y a peut-être des choses que le psychothérapeute, surtout si c'est un enfant mineur, va quand même expliquer aux parents pour dénouer des situations un petit peu figées. Donc ça, c'est vraiment le psychothérapeute qui va transmettre des informations en accord avec le jeune patient, avec le jeune adolescent, lui dire ça on va en parler à maman pour que peut-être ça se passe mieux, qu'elle comprenne mieux pourquoi certaines fois tu réagis comme ça. Et puis il y a d'autres choses de l'ordre de l'intime, de l'ordre de peut-être justement ce qu'il va confier en disant mon parent là j'ai du mal à le supporter, je le trouve trop intrusif, il met trop d'interdits, et ça va peut-être rester dans le cabinet du psychothérapeute, et c'est très bien. Puisque l'enfant, il va aussi évoluer dans sa posture. C'est-à-dire que le rôle du psychothérapeute, c'est de faire évoluer l'enfant dans sa posture et de dire, voilà, quand tu es face à ton parent que tu trouves trop intrusif, on peut prendre ça comme exemple pour l'adolescence, je pense que voilà, et lui dire, là, maman, c'est trop pour moi, ou papa, c'est trop pour moi, je me sens harcelée, ou voilà. Et le psychothérapeute, il va aider l'enfant à faire ça, et il va aussi donner des clés aux parents. Donc c'est aussi quelque chose qui va être bénéfique pour les deux parties.